Bonjour, et donc bienvenue que vous soyez avec moi ici aujourd'hui ou pour les gens qui nous regarderont sur la vidéo, bienvenue à ce cours de 2021. Ce dont je veux parler cette année, c'est du couplage entre la mécanique et la croissance des tissus, et puis aussi de la régulation de ce couplage un petit peu. Alors, l'année dernière, j'ai parlé de tissu, mais j'ai parlé de tissu à une échelle assez microscopique, c'est-à-dire à l'échelle de la cellule, et j'ai montré beaucoup de choses sur ce que j'ai appelé des modèles de vertex. Ce que je vais faire cette année, c'est adopter le point de vue complètement opposé, c'est-à-dire décrire les tissus avec une approche macroscopique, en faisant plus référence aux détails des cellules, ou le moins possible référence aux détails des cellules, et quand je parlerai de propriétés mécaniques, je traiterai le tissu comme un matériau, et j'utiliserai la mécanique des milieux continus. Alors, ce n'est pas la mécanique des milieux continus classique, parce que le tissu n'a pas un nombre d'éléments, de cellules constants. Les cellules se divisent et les cellules meurent. Donc, ce que je veux regarder, c'est la façon dont la division et la mort cellulaire modifient la mécanique du tissu, et puis en retour, comment les contraintes mécaniques vont modifier la croissance du tissu ou la prolifération dans le tissu. La deuxième chose qui est claire et qui est très étudiée par les biologistes, c'est que tous les mécanismes qui sont importants pour la croissance d'un tissu, la différenciation, la division cellulaire, la mort cellulaire, sont des mécanismes qui sont très fortement régulés. Je ne vais pas vous faire un exposé général et global des mécanismes de régulation de la croissance d'un tissu. D'abord, j'en serais totalement incapable, et ensuite, ça prendrait un temps assez considérable. Ce que je vais faire, c'est vous renvoyer au cours de Thomas Lecuy. Thomas Lecuy a fait ça de façon assez extensive, très systématique. Il y a une revue de la littérature qui est absolument exceptionnelle, à mon avis, sur ces sujets-là, et il a essayé de le rendre accessible à des gens qui sont physiciens. Donc il y a quelque chose sur lequel il est assez facile de s'appuyer et qui, pour moi, est extrêmement bien fait. Je vais faire peut-être ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire je vais traiter deux exemples, et en gros, le critère, c'est que c'est des exemples qui m'ont plu. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous décrire comment un tissu sent sa taille, et puis comment, à partir de cette façon dont il sent sa taille, il adapte ses propriétés à sa taille pour satisfaire toutes les fonctions qu'il a à satisfaire pendant le développement. Et puis, dans le cours suivant, je vous parlerai de différenciation cellulaire et de cellules souches. Et là aussi, il y a un travail qui me plaît. Alors, il y en aurait peut-être d'autres qui seraient pertinents, mais je vais me baser surtout sur un travail qui sera le travail de Ben Simons, qui viendra lui-même faire un des séminaires du cours. Aujourd'hui, donc, je vais vous donner les références sur lesquelles j'ai basé mon cours. C'est des articles du groupe de Nama Barkay, qui est à l'Institut Weizmann en Israël. Et il y a deux articles, il y en a trois en fait. Ben-Zvi et al. C'est PNAS en 2010 et Current Biology en 2011. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous expliquer ce qu'il y a dans ces articles et vous montrer les mécanismes qui me paraissent intéressants, qu'il y a des concepts qui me paraissent extrêmement intéressants dans cette approche-là. Et c'est surtout ça sur lequel je veux insister. Et je vous montrerai des références expérimentales auxquelles ils ont essayé de comparer ces travaux théoriques. Je n'ai pas écrit les références en entier, je mettrai sur le site web une liste de références que j'ai commencé à faire et que je mettrai dès la semaine prochaine. Avant de commencer, il y a un peu pour moi deux mécanismes de régulation dans les tissus. Il y a un mécanisme qui est chimique et qui passe par des morphogènes, qui est celui dont je vais parler aujourd'hui. Un autre exemple de régulation chimique, c'est les mécanismes de Turing dont j'ai parlé l'année dernière. Et puis il y a une régulation par la mécanique. Ça veut dire que la division et la prolifération influencent les propriétés mécaniques du tissu,
Mais il y a une rétroaction, et la mécanique elle-même influence la croissance du tissu. Je ne vais pas en parler du tout aujourd'hui, je parlerai de ça dans beaucoup des cours qui suivent, donc ça sera presque le sujet principal du cours. Donc aujourd'hui, je me limite à essayer de décrire comment des morphogènes permettent à un tissu de sentir sa taille et d'adapter ses propriétés à la taille du tissu. Alors j'ai appelé ça mécanisme de régulation de la taille d'un tissu. Ce que je vais commencer par faire, c'est vous dire 2 ou 3 choses générales sur les morphogènes. Alors, j'ai un peu lu des choses sur les morphogènes. Il y a un article qui m'a bien plu, qui est un article de M. Gurdon. C'est Gurdon et quelqu'un d'autre, Wurio. C'est un article de revue dans Nature en 2000. En 2001. Donc, je vais vous lire parce qu'elle me paraît extrêmement bien formalisée. Je n'ai fait en gros que la traduire à la définition que Gurdon donne à morphogène. Alors Gurdon, c'est quelqu'un qui a eu le prix Nobel de médecine, ça s'appelle, il y a quelques années sur les cellules souches avec un japonais qui s'appelle Yamanaka. Et donc c'est quelqu'un qui fait beaucoup de biologie du développement. Alors il définit les morphogènes comme des molécules de signalisation qui sont sécrétées à un endroit donné et qui déterminent l'arrangement et l'organisation des cellules en fonction de leur position dans le tissu et de la manière dont les cellules répondent aux morphogènes pour modifier l'expression de leurs gènes. Donc, c'est des molécules qui doivent localement dire aux cellules comment elles doivent se comporter et comment elles doivent exprimer leurs gènes. Donc, c'est un phénomène qui est uniquement épigénétique, on ne change pas le génome avec ces choses-là, et qui doivent le faire en fonction de la position des cellules dans le tissu. Alors, pour que ça se passe en fonction de la position des cellules dans le tissu, il faut qu'il y ait des gradients de concentration de morphogènes. Et il faut que ce gradient soit adapté à l'arrangement qu'on veut trouver pour les cellules. Alors, Gurdon identifie 2 questions sur les morphogènes. Le premier, c'est la création du gradient. Ça, c'est exactement ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à créer un gradient de concentration. Alors, créer un gradient de concentration, c'est facile. Les morphogènes, c'est des petites molécules. Elles diffusent assez vite. Elles peuvent être absorbées par les cellules. Et si vous avez une diffusion ou une absorption, ça crée un profil de concentration qui décroît, dans les cas les plus simples, exponentiellement. Par contre, ce qui est moins simple, c'est comment est-ce que ce gradient de morphogène va être adapté à ce que le tissu doit faire pour fonctionner correctement. Donc c'est ça la question. Et puis la deuxième question, évidemment, c'est la réponse des cellules au gradient. Il faut que localement, les cellules sachent lire le gradient et donner une réponse en fonction du gradient. Alors, je vais vous montrer une figure qui est tirée de l'article de Gurdon et qui est assez simple. Il y a 2 exemples. Alors, il en donne plusieurs, mais j'ai choisi ces 2-là. Ça se passe, alors c'est toujours le même exemple que l'année dernière.
c'est l'embryon de drosophile. Ici, c'est dans la direction ventrale-dorsale, donc il est comme ça, il y a le ventre d'un côté et le dos de l'autre. Et vous voyez qu'il y a des... Alors, au bout de 2 heures après la naissance de l'embryo, il y a un gradient de cette molécule qui s'appelle déca-pentaplégique, qui est celle dont je vais vous parler tout à l'heure. Et puis de cette autre molécule qui s'appelle SCRU, ça c'est un gradient qui est du côté dorsal. Et puis il y a un gradient qui est du côté ventral de cette molécule-là. La première chose, c'est l'expression des gènes. C'est la réponse à temps court des cellules. Vous voyez les gènes qui sont exprimés. Ils sont exprimés de façon différente à des positions différentes. C'est à ça que sert le gradient, à localiser l'endroit où se fait la réponse des gènes. Donc vous avez des gènes qui sont exprimés du côté dorsal et des gènes qui sont exprimés du côté ventral. Dans la salle, il y a beaucoup de gens de l'Institut Curie. Les gènes Snail et Twist, c'est les gènes qu'étudiait Emmanuel Farge quand il comprimait des embryons de drosophiles. Et c'est eux qui traduisaient la réponse au signal mécanique pour modifier l'expression des gènes. Et puis à temps plus long, alors pour ces expériences-là, c'est 6 heures, ce à quoi servent ces gradients, c'est à déterminer le destin des cellules. Vous voyez qu'il y a des cellules qui vont être des cellules qu'on appelle mésodermes et qui vont former les muscles. Ici, vous avez des cellules qui sont ectodermes, qui vont former l'épiderme ventral ou le système nerveux central, et puis des cellules qui vont former l'épiderme dorsal ici. Donc à long terme, ce qui initie ces gradients que j'ai montrés ici, c'est le destin des cellules qui vont permettre la croissance de l'embryon de drosophile. Donc voilà mon premier exemple. Alors le deuxième, c'est encore plus similaire à ce que j'ai raconté l'an dernier. C'est toujours l'aile de la drosophile. Vous voyez ici une aile de la drosophile. Cette fois, c'est dans la direction perpendiculaire, c'est-à-dire l'axe antérieur-postérieur. Il y a des cellules qui sont sur la ligne qui s'appelle la frontière entre le compartiment antérieur et le compartiment postérieur. Ces cellules sécrètent un morphogène, et en fonction de la sécrétion de ces morphogènes, vous allez avoir 2 morphogènes, sal et ombre, et en fonction de la sécrétion de ces morphogènes, les cellules ici vont se différencier en cellules de l'aile antérieure de la drosophile et puis les cellules externes ici, et de l'autre côté, cellules de l'aile postérieure de la drosophile et puis les cellules externes de l'autre côté. Donc là aussi, on crée un gradient. À partir du gradient, ça détermine le destin des cellules qui est initié par ce gradient-là. Les temps sont beaucoup plus longs ici. Ça va, c'est des effets qui se font jusqu'à plusieurs jours. Donc voilà les exemples que donne Gurdon et qui me seront utiles tout à l'heure. Il y a un modèle très caricatural d'expression des morphogènes, qui est ce qu'on appelle le modèle du drapeau français. Alors c'est un modèle qui a été proposé par Louis Wolpert. Louis Wolpert, c'est quelqu'un qui a écrit un livre de biologie du développement que j'ai un jour trouvé dans le bureau de Michel Bornin. Je lui ai dit, je vais prendre ça. Et c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement simple. C'est un truc à faire rêver des physiciens. À mon avis, il y a un problème de physique à toutes les pages dans ce livre-là. Alors le modèle de Gurdon, c'est de dire, supposons que de Wolpert, c'est de dire, supposons qu'on a créé un gradient de morphogène, et puis il y a 3 destins possibles pour les cellules. Il y a un destin où les cellules deviennent bleues, il y a un destin où les cellules deviennent blanches, et un destin où les cellules deviennent rouges. Évidemment, elles ne deviennent pas bleu, blanc, rouge. Elles ont des comportements qui sont caractérisés par les couleurs. Et puis, au-delà de cette concentration critique ici, elles sont bleues. Dans la région de concentration intermédiaire, elles sont blanches. Et dans la région inférieure à la concentration critique qui est là, elles sont rouges. Et puis, les cellules sont censées se différencier en rouge ici, en blanc ici et en bleu là. Alors ce modèle a plein de défauts, il est assez caricatural, mais il montre bien ce que permet un gradient. Si on dit qu'il y a un seuil de concentration, ça permet de distinguer les cellules qui sont en dessus du seuil et en dessous du seuil. On trouve ce livre dans les livres de biologie, je ne suis même pas sûr qu'on le trouve encore dans les livres de biologie moderne, parce qu'il a été extrêmement critiqué. C'est une simplification extrême, mais derrière, il y a cette idée quand même que
en fonction de la position locale dans le tissu, les cellules vont décider le destin qu'elles pourront avoir. La dernière chose que je veux dire sur les morphogènes en général, c'est qu'un morphogène n'agit jamais tout seul, c'est-à-dire qu'il interagit avec des tas d'autres molécules qui régulent son expression, qui permettent de modifier l'expression. Et donc, ne considérer qu'un morphogène tout seul, ça permettrait pas d'avoir des situations où le gradient serait stable. Et donc, il y a tout un mécanisme de régulation du morphogène. Dernière chose qu'il faut dire, c'est qu'on veut créer un gradient, mais il faut que le gradient soit robuste. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a plein de fluctuations dans les systèmes biologiques, et il faut que le gradient qu'on génère, qui a quand même un rôle essentiel, soit peu sensible aux fluctuations. Par exemple, je vous dis, le gradient il est créé par la sécrétion de morphogènes par des cellules données. Évidemment, le courant sécrété va fluctuer. Il ne faut pas que le gradient dépende trop des fluctuations. Il ne faut pas que ça devienne instable parce que le gradient change. Et donc, il faut que, quand les paramètres varient, le gradient soit maintenu. Et c'est ça que je vais appeler la robustesse. Donc, c'est un concept, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est bien connu des ingénieurs. Quand ils font un système, les ingénieurs, ils veulent avoir un système qui est robuste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les paramètres soient ajustés extrêmement précisément. Autrement, le moindre changement de paramètre saboterait complètement la chose. Les systèmes biologiques gèrent ça très bien et savent faire des cas où le système est robuste. Et une des idées qui me plaît dans le travail de Nama Barkay dont je parlais, c'est justement cette idée de robustesse et la façon dont elle montre qu'on peut introduire la robustesse. Donc je vais passer maintenant au mécanisme de Nama Barkay. Alors c'est ce qu'elle appelle le mécanisme d'expression-répression. L'idée de Nama Barkay, c'est que si vous prenez une espèce animale donnée, vous avez toujours affaire au même animal, mais il y a des fluctuations de taille importantes. De la même façon, les organes de ces animaux vont fluctuer, parce que la taille des animaux fluctue. Donc la taille absolue de l'animal ou la taille absolue des organes fluctue largement, et vous avez des humains qui sont petits, qui mesurent 1,50 m, il y en a qui mesurent 2,10 m, et pourtant, j'allais dire, en gros, ils marchent tous de la même façon. Alors, ils marchent tous de la même façon, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que la proportion relative de l'organe à la taille du corps est à peu près toujours la même, et que localement, à une échelle plus microscopique, l'arrangement des cellules est toujours le même. Donc, il y a des fluctuations de taille. Mais la structure je vais mettre la structure interne. Ce que j'entends par là, c'est la taille des organes par rapport à la taille totale ou la taille d'un tissu donné par rapport à la taille de l'organe dans lequel il est. Et puis aussi, la structure locale et l'arrangement des cellules, c'est toujours les mêmes cellules qui sont au bon endroit, à la fois dans les grands organismes et dans les petits organismes. Elle est inchangée. Ce que ça veut dire, ça, si vous prenez le problème d'une question plus mathématique, c'est que si vous multipliez par 2 la taille d'un humain, vous ferez un Thomas Rissler de 3 mètres de haut, il faut absolument que tout ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme se déforme de la même façon. Bon, il y a un mot pour décrire ça au niveau mathématique ou physique un peu plus mathématique. Ça veut dire qu'il faut que les lois qui régissent le comportement de cet organe ou cet organisme soient autosimilaires. Donc ce qu'on veut, c'est une autosimilarité. Et ça, c'est quelque chose dont on a l'habitude en physique. En physique, il y a plein de systèmes qui sont autosimilaires, où si vous prenez une échelle de taille, vous changez la taille en 2 fois la taille, le système se reproduit de façon similaire à lui-même.
la conformation d'un polymère, par exemple, en bon solvant, est un objet autosimilaire. Et il y a eu tous ces systèmes que les gens ont essayé de fabriquer, qui étaient des systèmes fractales. Ces systèmes fractales, c'est même le modèle type de système autosimilaire. Donc ce qu'on veut finalement, c'est prouver des lois autosimilaires. Et la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour générer des lois de comportement qui sont autosimilaires dans un tissu comme ça. Je ne vais pas, devant des gens qui sont physiciens, vous savez comme moi que très souvent, quand on impose à un système d'être autosimilaire, on trouve des lois d'échelle, et c'est la base d'une bonne partie de la physique. Alors après mon cours, j'ai oublié de le dire au début, il y a le séminaire de Marcos González Gaitán. Le titre de son séminaire, c'est Scaling Morphogenesis. Ce qu'il entend, c'est exactement ça. C'est-à-dire comment est-ce que dans la morphogénèse, les systèmes sont autosimilaires et peuvent se croître en restant similaires à eux-mêmes. Donc ça, c'est une première façon de regarder le problème. La deuxième façon, c'est de regarder ça comme un ingénieur. Pour un ingénieur, ce que le tissu essaye de faire, c'est contrôler sa taille. Et il y a une théorie qui est très, très développée dans les milieux de l'ingénierie, qui est la théorie du contrôle. Alors, de façon caricaturale, qu'est-ce que c'est la théorie du contrôle? C'est qu'on veut qu'il y ait une variable qui s'ajuste à la bonne taille. Donc il faut quelque chose qui mesure la variable en question. Après, on mesure l'écart à la variable qu'on serait souhaité, puis on fait une rétroaction. Donc il y a une mesure. Alors ça, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut quelque chose qui sente la taille du tissu, qui ait une rétroaction, et c'est que cette rétroaction essaye d'adapter la taille du tissu à la fonction que veut avoir le tissu. C'est une théorie qui est assez développée, parce que les gens sont même à essayer de contrôler des systèmes chaotiques, et il y a des méthodes assez bien établies pour contrôler des systèmes chaotiques. J'ai souvenir d'une discussion qu'on avait eue avec Amit sur le sujet, où je lui disais que je ne comprenais pas grand-chose à la théorie du contrôle. Et puis, en lisant un peu, j'ai trouvé un article d'un physicien qui l'explique remarquablement clairement. Donc je vais vous donner cet article-là. Il explique bien les différents modes de contrôle, que ce soit le contrôle différentiel, le contrôle direct ou le contrôle intégral. Et il montre et il explique parfaitement bien comment ces différents types de contrôle sont adaptés à des situations différentes. C'est un article qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle John Beckhofer. Alors que je connais pour d'autres raisons, parce qu'il a été visiteur à Lyon quand j'y étais. C'est quelqu'un qui travaille sur les cristaux liquides, donc ce n'est pas du tout quelqu'un qui est spécialiste de la théorie du contrôle, mais il s'y est intéressé à cause de ces systèmes expérimentaux. Et donc il décrit la théorie du contrôle à partir des systèmes expérimentaux. Le premier exemple, c'est un interféromètre de Michelson, par exemple, qui de nos jours est important, parce que quand vous voulez mesurer, quand vous voulez utiliser l'interféromètre de Virgo, qui fait je ne sais pas combien de centaines de mètres de long, et qu'il faut qu'au bout, le faisceau soit réglé à moins d'un millimètre près, ou encore beaucoup moins que ça, il faut absolument qu'il y ait des rétroactions et que ces rétroactions soient stables pour vous maintenir le système dans le bon état. Et ça, c'est quelque chose qui est publié dans Reviews of Modern Physics en 2005. Moi, j'ai trouvé ça très clair et les exemples sont vraiment des exemples très, très physiques. Voilà un peu mon introduction générale. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer le modèle de Nama-Barkay. Je vais essayer de vous l'expliquer de façon qualitative. Après, je vous ferai une théorie à moitié analytique, à moitié avec les mains, parce que vous verrez que les mathématiques sont un peu olé olé dans cette histoire-là. Puis je vous montrerai des résultats numériques qui montrent très très clairement que le mécanisme qu'elle propose fait bien ce qu'elle souhaite au départ, c'est-à-dire créer un profil autosimilaire pour le gradient de morphogène. Donc son modèle,
Donc on va considérer qu'il y a une source que cette source émet un morphogène et qu'il y a un gradient de morphogène. Et ce gradient de morphogène, il va jusqu'à la frontière du tissu qui va être ici. Je vais appeler L la taille du tissu. Et ce que je veux, pour que le système soit autosimilaire, je veux arriver à construire un gradient de morphogène autosimilaire. Donc je vais appeler M la concentration en morphogène. N varie à partir de la source où le morphogène est injecté, et je vais appeler Z cette direction-là. Donc le morphogène, il fait deux choses. Il diffuse, c'est une petite molécule, donc il a un coefficient de diffusion de petites molécules, des centimètres carrés par seconde, ou quelque chose comme ça, peut-être un petit peu moins. Et puis il est absorbé par les cellules. Donc ça veut dire que dm sur dt, variation de la concentration en morphogène, c'est un terme de diffusion. Et puis un terme d'absorption. Je vous montrerai tout à l'heure que ça ne peut pas être linéaire, cette histoire-là. Si c'est linéaire, on n'arrive pas à faire un profil autosimilaire. Donc ça veut dire que D et alpha dépendent de M. Et ça, ce n'est pas assez. Il faut introduire une autre molécule que je vais appeler l'expandeur. Alors, quand j'ai lu l'article, ça m'a paru évident qu'en français, il fallait l'appeler expandeur. Après, j'ai quand même eu des rebords, donc j'ai été chercher sur Google. Un expandeur, c'est un truc en informatique qui fait à peu près ce que je veux, mais ce n'est pas un nom très très courant. Donc, je vais quand même continuer à l'appeler l'expandeur. Donc, il y a une molécule E, qui est aussi une petite molécule, que je vais appeler l'expandeur. Et cette molécule-là, sa propriété principale, c'est que le coefficient de diffusion du morphogène et le coefficient d'absorption du morphogène dépendent de E. Donc D, il dépend de M. Il dépend de M et de E. Et alpha, il dépend de M et de E. Et je vais demander à ce que D croît avec E. Et alpha décroît avec E. Si D croît avec E et alpha croît, si D croît avec... Pourquoi D et pourquoi c'est pas D sur des Z de D, des Z de... Parce que je vais supposer que D ne dépend pas de M après dans le modèle, et je m'intéresserai à la limite où E atteint une constante. Mais stricto sensu, ce que dit Jacques, c'est que ici c'est la dérivée du courant, et donc le courant c'est de moins dm sur dz, donc il faut prendre la dérivée de D. Mais dans ce que je vais faire, je n'ai pas besoin que D dépende de M. Ce qui va dépendre de M, c'est alpha. Et on arrive à construire un profil autosimilaire uniquement en mettant la dépendance en alpha. Donc je peux supprimer M ici. Et dans l'état stationnaire, qui est l'état qui m'intéresse, E va être constant. Donc formellement, oui, mais en pratique, je n'ai pas besoin. Donc si D croît avec E, imaginez que le coefficient de diffusion est très grand, ça veut dire que, qu'il augmente beaucoup avec E, ça veut dire que D devient plus grand. Si D devient plus grand, ça va diffuser plus vite, et donc le profil va augmenter. Si
alpha décroît avec E quand j'augmente E. Et l'expandeur n'est plus absorbé. Et là aussi, l'effet que ça a, c'est d'augmenter le profil. Alors, j'y arrive à E. C'est pour ça qu'elle l'appelle un expandeur, parce que ça augmente le profil, ça dilate le profil, il pourra aller plus loin. C'est ça l'idée, c'est de faire aller le profil plus loin jusqu'à le faire arriver à la bonne valeur ici, pour que le profil soit autosimilaire. Donc c'est ça l'idée de l'expandeur. Alors, je vais vous écrire une équation pour l'évolution de la concentration de E, dE sur dt, égale, donc il y a un coefficient de diffusion, et là je vais supposer qu'il est constant, qu'il ne dépend de rien du tout. Il y a un coefficient d'absorption alpha E fois E. Et puis, au départ, je considère qu'il n'y a pas d'expandeur, et il faut qu'il y ait production de l'expandeur. Et évidemment, la production de l'expandeur, elle va être réprimée, c'est pour ça que le modèle s'appelle répression-expansion, elle va être réprimée par le morphogène. Donc s'il y a trop de morphogène, on ne produit pas l'expandeur. S'il n'y a pas beaucoup de morphogène, on produit l'expandeur. Je vais mettre un coefficient bêta ici. Et puis je vais mettre, alors, si c'est des enzymes, on a envie de mettre une fonction de Michaelis-Menten. Je vais faire quelque chose d'un peu plus brutal, je vais mettre une fonction de Hill. Ça veut dire que je vais écrire que c'est bêta fois M0 puissance H plus M puissance H. Où H est un exposant plus grand que 1. Vous voyez qu'il y a une valeur caractéristique de la concentration en morphogène qui est M0, que si M est plus petit que M0, le taux de production, c'est bêta. Donc on produit du morphogène si M est plus petit que M0. Par contre, si M est plus grand que M0, cette fonction-là va comme M0 sur M à la puissance H, et si je prends H suffisamment grand, ça va tendre vers 0 assez vite. Donc si M est plus grand que M0, il n'y a pratiquement plus de production de morphogène. Il n'y a plus de production d'expandeur, pardon. En fait, alors d'abord, pourquoi cette fonction-là? J'avoue que je ne sais pas très bien la justifier quantitativement. La loi de Michaelis-Menten, je sais parfaitement la justifier, c'est dans tous les livres de biochimie. Celle-là, elle n'est jamais trop justifiée. Simplement, ce que vous disent les gens, c'est que si on met une puissance h ici, ça veut dire qu'il y a une probabilité m puissance h, et ça, c'est la probabilité qu'il y ait h molécules de morphogène pour réprimer l'expandeur. Donc c'est ça l'idée qualitative, c'est que ça dit qu'il y a une certaine coopérativité. En fait, ce que je vais faire pour mon argument qualitatif, c'est que je vais prendre une limite brutale, je vais supposer que h est infini. Si h est infini, j'ai exactement le comportement qui est là, c'est-à-dire si m est inférieur à m0, cette fonction-là, elle devient la fonction suivante. Ça, c'est m. C'est 1 si m est inférieur à m0, et c'est 0 si m est supérieur à m0. Pour faire mes raisonnements, ça va être plus simple. Évidemment, quand Barcaille et ses étudiants ont fait le calcul, ils ont pris une fonction qui est cette fonction-là, et le système est robuste, comme je vous disais au début. Donc ça marche encore, et l'argument que je vais vous donner est bien plus simple avec cette chose-là. Donc mon idée maintenant, c'est de vous donner un argument qualitatif
Donc je vais reprendre ce dessin-là, je vais le refaire ici, dans l'autre sens. Je vais tracer la concentration en morphogène en fonction de Z, avec L ici. Si je me place à t égale 0, j'ai une solution, hein, qui est la solution de cette équation-là. Donc il y a un flux injecté ici. Je vais supposer que cette valeur est suffisamment grande. Puis j'ai un profil qui décroît parce que c'est créé par diffusion. Et puis il faut que je compare ça. Si je veux savoir ce qui arrive à l'expandeur, il faut que je compare ça à M0. Comment je compare ça à M0? Je trace M0 ici. Ça, c'est M0. Et vous voyez qu'il y a une position caractéristique qui est la position où M devient égal à M0. Ce que me dit cette position, que je vais appeler Z0, c'est que de ce côté-là, il y a production d'expandeur et de l'autre côté, il n'y a pas de production. Donc ici, il y a production. C'est là qu'il n'y a pas de production. Alors ça, sur l'expandeur, je vous ai déjà dit ce que ça faisait. C'est que si je regarde à un instant t qui est plus loin, ben le profil devient plus grand. À cause de l'expandeur, maintenant, à un instant t, il y a de l'expandeur qui a été produit. Il a été produit dans cette région-là. Il devient plus grand. Et Z0 augmente. Z0 augmente à une production Z'0. Donc à cause de ce mécanisme de répression, ce qui se passe, c'est que la région où est produit l'expandeur, au départ, j'en produis beaucoup, et puis petit à petit, la région sur laquelle j'en produis est de plus en plus faible. Donc voilà ce que j'ai besoin de savoir pour l'instant sur le morphogène. Je vais regarder ce qui se passe pour l'expandeur maintenant. Alors au départ, j'ai une région Z0. Je ne vais pas me placer tout à fait à t égale 0, je vais me passer à un instant où j'en ai produit un petit peu, autrement je n'ai rien à dessiner. Donc j'ai une région, j'ai Z0 ici. Au-delà de Z0, j'en produis beaucoup, donc la quantité est grande. Puis ici, il n'y en a presque pas. Et je vais prendre une deuxième limite qui est un peu bizarre, mais qui va répondre à la question de Jacques. Je vais supposer que le coefficient de diffusion de l'expandeur est très grand et que son coefficient d'absorption est très petit. Donc je vais supposer que DE et que alpha E est très petit. Alors, du fait que DE est très grand, si j'atteins un régime stationnaire, la concentration va être constante. Ça, j'en aurais besoin parce que si je veux un vrai régime stationnaire, je veux une quantité d'expandeur constante. Et s'il n'y a pas d'absorption, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'en produire ou j'ai besoin d'en produire suffisamment peu pour que ça ne perturbe pas l'état stationnaire. Donc voilà ce qui se passe juste après l'état t égale 0. Donc voilà Z0. Puis maintenant, si je viens à cet instant t là, donc ça c'est E fini, j'ai plus Z0, j'ai un certain Z'0. Qui est la région plus petite où est produit l'expandeur. Ça veut dire que l'expandeur, maintenant, il est produit ici, et puis il va décroître, comme ça après. Donc ce que me fait cette chose-là, c'est qu'elle réduit la région où est produit l'expandeur. Donc petit à petit, je vais déplacer ce profil-là, puis à un moment, je vais arriver à Z0 égale L. Je vais l'écrire en dessous ici.
Si Z0 égale L, le processus va s'arrêter parce que j'aurai atteint un profil qui sera le profil que ça a envie d'atteindre. Donc je vais refaire un dessin pour Z0 égale L. Et cette fois, je vais tracer sur la même courbe le morphogène et l'expandeur. Donc je trace M ici, et à L, ça s'arrête à M égale M0, parce que j'ai décalé ce point petit à petit sur cette courbe-là, donc il arrive juste au bout ici. Donc ici, j'ai M0. Ici, j'ai L. Et je ne produis plus d'expandeur. Donc quand ce truc-là, quand cet événement s'est produit, que Z0 a atteint L, je n'ai plus besoin de produire d'expandeur, donc j'ai un état stationnaire. J'ai un état stationnaire modulo cette condition-là, parce que si je consomme de l'expandeur petit à petit, il faudra que je le compense, la consommation d'expandeur. En pratique, il peut être un peu petit, je vous montrerai tout à l'heure ce que ça veut dire, mais comme le coefficient de diffusion est très grand, j'ai une concentration d'expandeur qui est constante. Donc, à cause de la répression, qui fait qu'on ne produit que si M est plus grand que M0, et de l'expansion qui fait que quand on augmente E, le coefficient de diffusion ou d'absorption change, on arrive à un état qui est un état stationnaire avec un profil bien déterminé. Alors, je n'ai pas écrit les conditions limites, je vais les écrire tout de suite. La condition ici, elle est simple. C'est le courant qui est imposé, donc j'injecte un courant. Donc j'ai J0 égale moins D dm sur dz. Et puis ici, je veux garder tout le morphogène que j'ai dans le tissu. Donc au bout, je vais écrire que le flux est nul. Donc que dm sur dz égale 0 au bout. Donc, ça, c'est z égale 0. Et j'ai dm sur dz en L est égal à 0. Il m'en faut deux, de conditions limites, parce que l'équation est du deuxième ordre. Et si je fais comme ça, j'arriverai à résoudre l'équation. Comment ? Sur E. Sur E, je vais supposer qu'il diffuse très vite, donc ça veut dire que la concentration en E sera constante. Après, il faut que je fixe la concentration en E. C'est-à-dire qu'il faut que je calcule l'endroit où s'arrête la concentration en E. Et l'endroit où s'arrête la concentration en E, il va m'être donné par cette condition-là, qu'au bout, la valeur doit être égale à M0 si je prends cette fonction-là. Donc voilà la description qualitative qui montre bien comment agit l'expandeur, comment agit le morphogène, et pourquoi on atteint un état stationnaire où on a un profil constant en expandeur, et puis un profil décroissant qui s'est réglé automatiquement, il s'est réglé par les couplages non linéaires entre l'expandeur et le morphogène. Alors ça nous dit comment ça marche. Maintenant, je vais essayer de vous faire un calcul. Alors, je ne vais pas m'intéresser à la cinétique, je vais m'intéresser à ce qui se passe dans l'état stationnaire. Maintenant, il faut que je me fixe la façon. Oui, Hervé. Ça rappelle beaucoup quoi ? Alors, c'est une équation de réaction-diffusion, bien sûr. Ce que tu appellerais la réaction, c'est ça. Et la diffusion. Il faut absolument que l'absorption soit linéaire, c'est ce que je vais te montrer maintenant. Ah, on pourrait calculer, et bien sûr, ils l'ont calculé. Je te montrerai ce que ça peut faire. On peut deviner après. Évidemment, ce qu'on aurait envie, c'est que si le tissu croît, par exemple, la dynamique de croissance soit suffisamment lente pour qu'à chaque instant, on ait un système autosimilaire. Donc, on fasse croire un tissu qui marche
en ce sens que quand je le dilate, si je le dilate d'un facteur 2, le profil doit rester autosimilaire. Tu voudrais trouver quel est le modèle le plus général? Je ne sais pas répondre à cette question-là, et ce n'est pas comme ça que j'ai envie de le faire. Moi, je suis très content de voir ce modèle-là, et c'est ça que je vais essayer de tirer à la fin. C'est pour ça que je vais vous faire le calcul. C'est quelles sont les conditions dont ce calcul nous dit qu'il faut qu'elles soient respectées pour que ça marche. Il y a des choses, des généralisations qui sont évidentes, hein, tu les verras toi-même. Mais je ne veux pas partir d'équations formelles avec des fonctions non linéaires partout. D'abord, je ne suis même pas sûr qu'on sait très bien le faire si on prend des fonctions non linéaires quelconques. Je trouve que le mérite de cette idée-là, c'est que, en tout cas, moi, elle m'a expliqué qu'est-ce que c'était qu'un système robuste et comment on voyait qu'un système était robuste, et puis aussi comment le système, à cause de ce mécanisme-là, mais tu vois bien que ces arguments qualitatifs, pour l'instant, ils sont extrêmement généraux. J'ai eu besoin de rien, sauf de cette chose-là, et tu m'accorderas que si je prends cette loi-là et pas une loi un peu différente, que je ne prends pas h égale infini, mais que je prends h égale 3, ça va être la même chose. Ça paraît clair. Sauf peut-être des petites perturbations d'un côté ou de l'autre, mais c'est tout ce que j'attendrai si h n'est pas infini. Donc bien sûr, hein, si on arrive à prendre le problème à l'envers et à dire voilà ce que je veux arriver à faire, qu'est-ce que c'est les conditions générales pour que j'y arrive, c'est un peu ça que je veux faire, mais je vais le faire sur ce modèle qui est extrêmement simple. Donc maintenant, pour aller plus... Alors c'est aussi pour ça que je n'ai pas donné les conditions limites tout de suite. C'est que ce sur quoi ils insistent beaucoup dans l'article, c'est qu'ils ont fait des simulations avec des conditions limites différentes de ce côté-là, et ça ne change rien. Autant qu'ils les ont variées, la propriété finale est indépendante de la condition limite qu'on met, tellement qu'ils ne la respectent pas, et vous allez voir que dans l'exemple que je vais vous montrer, je ne vais pas respecter la condition limite, et pourtant, le système est parfait, ça décrit à peu près parfaitement le système final. Donc, on peut tricher un peu avec ça, comme on peut tricher avec certaines choses, surtout quand on prend ces cas limites que je suis en train de traiter. Ça veut dire que la condition limite, elle est importante, tellement proche ici, qu'à l'échelle de L, on ne voit pas l'endroit où la condition limite joue un rôle. C'est ça que ça veut dire. Donc après, ils ont traité deux cas. Il y a un premier cas qui est de prendre alpha égale constante. Et puis, ça c'est le cas linéaire. Puis il y a un deuxième cas qui est alpha égale alpha 2, qui est égal à alpha prime fois m. Alors celui-là, il est trivial, je vous dirai à la fin ce que c'est, mais celui-là, il ne marche pas. Donc je vais commencer par celui qui marche. Celui qui marche, c'est le cas où le coefficient d'absorption est proportionnel à la concentration en morphogène. Ça veut dire que dans mon équation ici, je n'ai pas un terme qui est proportionnel à m, j'ai un terme qui est proportionnel à m2. C'est ce qu'ils appellent l'absorption quadratique. Donc l'équation que je vais résoudre pour le morphogène, c'est celle-là. C'est dφ sur dt, dm sur dt, égale d et 2m sur dz2 moins alpha prime fois m2. J'espère vous avoir convaincu qu'il y a une concentration à morphogène qui joue un rôle essentiel. Donc je vais poser phi égale m sur m0. Ça, c'est la concentration réduite où le seuil est exactement égal à 1. Je vais supposer que d est indépendant de m. Et d est constant parce que si je suppose que E diffuse très vite, à l'échelle du tissu, E va s'équilibrer à une valeur constante très vite, donc ça veut dire que D est constant. Et puis j'ai un certain alpha prime de E. Il y a une longueur caractéristique que
que vous obtenez en comparant ce terme-là à ce terme-là, et en faisant m égale m0. Et on trouve que la longueur caractéristique, c'est lambda 2 égale racine de d sur alpha prime m0. Ça, c'est une fonction de E. À la fin, ce que je veux faire, c'est écrire ce mécanisme-là, déterminer le lambda 2 qui marche, et le lambda 2 qui marche, si lambda 2 est une fonction de E, si je connais lambda 2, je connais E. Donc c'est ça mon jeu, c'est pas plus compliqué que ça. Donc je fais ce changement de variable-là, je vais poser x égale z sur lambda. Et l'équation devient dm sur dt bar égale d. Il n'y a plus de d maintenant, hein. C'est d2 phi sur dx2 moins phi 2. Donc en faisant mes changements de variables, j'ai ramené tous les coefficients, hein, où j'ai redéfini un temps sans dimension t bar égale alpha prime fois m0 fois t. Donc, comment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit m et pas phi. Donc ce que je veux, c'est regarder l'état stationnaire. Dans l'état stationnaire, ce terme est nul, donc je vais écrire que ça, c'est égal à 0. Maintenant, vous pouvez regarder cette équation, ou vous pouvez me faire confiance, ça c'est comme vous voulez, mais une solution d'une série de solutions d'équations une série de solutions de l'équation stationnaire, c'est phi égale 6 sur x plus x0 au carré. Soit vous multipliez par d phi sur dx, vous intégrez, machin, soit vous êtes suffisamment futé pour savoir qu'il faut une solution en loi de puissance, et comme elle a 20 par translation sur x, la solution c'est ça. J'ai une constante d'intégration ici, qui est x0. Et je vais déterminer cette constante d'intégration en demandant à ce que le flux en 0 soit le flux injecté. Donc je vais demander la constante de la condition limite, condition au bord. Alors x égale 0, c'est J0 égale moins D dm sur dz. Ou si vous voulez, moins d sur lambda 2 m0 d phi sur dx. Alors je vais définir un courant sans dimension. J bar, c'est J0 sur dm. Et ça me dit que J bar égale, alors il faut que je prenne la dérivée de ce machin-là en x égale 0. Ça fait 12 sur x0 au cube. Et donc x0, c'est 12 sur J bar à la puissance 1 tiers. Puis après, je reviens à la question de Jacques. J'aurais envie d'imposer que le flux au bord est nul. Alors, je ne peux plus imposer que le flux au bord est nul. Je ne peux plus imposer parce que j'ai écrit une famille de solutions avec un seul paramètre.
c'est une équation non linéaire du deuxième ordre, mais une équation non linéaire du deuxième ordre, ça dépend de deux paramètres. Je ne vais pas imposer cette condition, parce que qualitativement, cette solution va me permettre de discuter tout ce que je veux discuter. La raison, c'est qu'on peut même écrire explicitement la solution. Hein. Si vous aimez les grosses intégrales avec les gros machins, vous arriverez à écrire la solution de cette fonction-là, mais elle n'est pas très jolie, et du fait qu'elle n'est pas très jolie, ce n'est pas facile de voir ce qui se passe. Donc je vais me baser sur ce que dit l'article, en disant la condition aux limites, elle n'est pas très importante, et ma condition aux limites qui était que J soit égal à 0 quand petit z est égal à grand L, je vais la remplacer par une condition aux limites que quand z tend vers l'infini, la concentration tend vers 0. Ce n'est pas très physique, mais je vais garder ça et ça permet de voir ce qui se passe. Le résultat est général et c'est pour ça qu'il faut faire le vrai calcul. Et je ne sais pas faire de discussion un peu analytique sans faire cette approximation. J'aurai le profil autosimilaire qui sera en. Tu veux que le profil scale comme L et maintenant tu prends L vers l'infini. Alors attends. D'abord, mon profil, je le considère qu'entre Z et L. Hein. Ça, c'est une première chose. Et après, on va faire le calcul, on verra ce qu'il est, et tu verras qu'il est bien autosimilaire dans une certaine limite. Mais c'est justement ça que je veux vous montrer. C'est la façon dont ça marche. Donc, j'ai une solution de l'équation stationnaire. Mais maintenant, il y a une chose que je n'ai pas fait, c'est utiliser ce résultat-là. Ce que me dit ce résultat-là, c'est que la solution, elle devient stationnaire quand au bout, m est égal à m0. Ça veut dire que phi de L est égal à 1. Phi de L sur lambda 2 est égal à 1. Ah, zut. Bon, ça fait rien. Donc j'ai écrit que phi c'est 6 et que x0 c'est 12 sur j bar à la puissance 1 tiers. Après, ce que je veux faire, donc, c'est écrire la condition de stationnarité. La condition de stationnarité, c'est qu'au bout, si tant est que je prends le cas où j'ai remplacé la fonction de Hill par une fonction de Heaviside, m est égal à m0. Ça aussi, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Ça nous ferait le vrai calcul. M est un tout petit peu plus grand que m0. Je vais écrire que phi de L sur lambda 2 égale. Et j'insiste sur le fait que ce que ça me fixe, ça, c'est lambda 2. Et en me fixant lambda 2, ça fixe E. Il suffit que je reporte, hein, donc je vais écrire que 6 sur L Après, il faut que je compare ces deux termes-là. Il y a deux cas. Il y a un cas où x0 est plus grand ou de l'ordre de grandeur de L sur lambda 2, et il y a un cas où x0 est plus petit que L sur lambda 2. Ce à quoi je suis après, c'est la recherche d'un état autosimilaire. Si c'est ce terme-là qui est important, je vais avoir deux longueurs dans le problème. L et x0 fois lambda 2. Donc si je cherche une solution en disant L sur lambda 2 est plus petit que x0 ou de l'ordre de x0, la solution va dépendre de x0, donc ça veut dire qu'elle dépend du flux d'injection. Et ça ne peut pas être autosimilaire. Donc le seul cas où je peux espérer avoir une solution autosimilaire, c'est le cas où x0 est petit. Si x0 est petit, je néglige x0 et je trouve que lambda 2 de E, c'est L sur racine de 6. Ça veut dire que ma solution,
Alors, deux choses. D'abord, x0 petit, ça veut dire que x0 est beaucoup plus petit que 1 sur racine de 6. L sur lambda donc que racine de 6. Je vous rappelle que x0, c'est pour ça que je l'ai réécrit, c'est 1 sur le flux d'injection dans les unités qui le normalisent. Donc ça veut dire, j'ai espoir de trouver une solution qui est autosimilaire, mais cette solution autosimilaire, je la trouverai simplement si le flux injecté est assez grand. Donc j'ai une première condition que le flux injecté doit être assez grand. Alors si vous remplacez, ça veut dire que J0, je vais vous écrire là. Donc il y a un dm0 sur lambda 2. Puis il y a un coefficient numérique qui, si je ne me suis pas trompé, vaut racine de 2 tiers. Ou 2. Donc si J0 est beaucoup plus grand que cette quantité-là, le x0 est négligeable presque partout, sauf au voisinage de l'origine. Je pourrais le négliger partout, et c'est dans ce cas-là que j'aurai une solution qui est autosimilaire. Donc ma première condition, c'est qu'il faut que le flux injecté soit suffisamment grand. Il y a une deuxième condition qui est très bête, c'est que je ne suis pas sûr d'avoir une solution de cette équation-là. Maintenant, j'ai dit que à E égale 0, j'avais une valeur de alpha et de d que je peux appeler lambda de 0. Et bien sûr, il faut que lambda de 0 soit inférieur à L sur racine de 6. Lambda augmente avec E. Si lambda de 0 est plus grand que L sur racine de 6, je n'arriverai jamais à trouver de E tel que lambda soit égal à L sur racine de 6. Donc, à cause du fait que lambda augmente avec E, je veux que lambda de 0, que L soit supérieur à un certain L min, qui est racine de 6, lambda 2 de 0. Voilà une deuxième condition, c'est qu'il faut que mes coefficients que la taille du tissu soit plus grande que cette valeur-là, qui est fixée simplement par le coefficient de diffusion et le coefficient d'absorption du morphogène. Puis j'ai une troisième condition que j'ai imposée dès le début. Je vous ai dit le profil d'expandeur atteint une constante. Pour ça, il faut que le profil soit plat. Il y a une longueur de décroissance de l'expandeur. Ça, c'est pareil, c'est la même définition que ce que j'ai fait pour lambda 2, donc c'est lambda E égale racine de DE. Le profil sera constant si cette longueur est plus grande que L. Donc voilà les trois conditions que j'ai besoin de remplir. Si j'arrive à remplir ces trois conditions-là, je sais que M égale M0 L2 sur Z2, ce qui est vrai partout, sauf au voisinage de Z égale 0. C'est-à-dire sur une région x0 lambda 2. Alors ça, c'est pas grave, ça veut dire que quand je regarde le profil, il y a une petite région ici, au voisinage de l'expandeur,
qui, elle, n'est pas autosimilaire, et puis tout le reste des tissus est autosimilaire. Alors, je vous avais dit, les profils autosimilaires, ça crée des lois d'échelle. Vous avez une superbe loi d'échelle. Hein. Ça, je peux le réécrire. M égale M0 f de z sur m. C'est ça, pour moi, une loi autosimilaire. Hein. C'est m sur m0 et M0 et L peuvent être ce qu'on veut, moyennant le fait que je respecte ces conditions-là. Mon calcul me dit que f de x c'est 1 sur x2. Ceci dit, j'ai fait pas mal d'approximations sauvages. Hein. Donc si je trouve autre chose que f de x égale 1 sur x2, ce n'est pas très grave. Et si je trouve une fonction qui est un peu différente, et bien à la fin, j'aurai quand même un profil autosimilaire. Et donc mon tissu, quand il se dilate, si je le dilate, il respectera l'autosimilarité que je cherchais au départ. Qui plus est, je peux toujours avoir une loi similaire qui dépend du temps. Ça veut dire que si je le prends à des temps différents, il suffit que j'ai une loi du style m sur m0 de t égale une fonction de z donc si je veux qu'au cours de la croissance, le tissu soit autosimilaire, il suffit que j'ai une quantité M0 que j'ai mis dans ma loi de Hill qui peut dépendre du temps et que j'ai une longueur qui, elle, va dépendre du temps parce que c'est croissant. Et la loi d'autosimilarité, c'est une loi qui a cette forme-là. J'insiste sur le fait que pour moi, c'est ça le résultat important. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, si mon tissu croît maintenant, M0 peut changer avec le temps, L change avec le temps, à condition que le M satisfasse une loi qui a cette forme-là, j'aurai une forme autosimilaire. Ça veut dire que la croissance sera autosimilaire. Et si la croissance est autosimilaire, le tissu il respecte bien les critères que je lui demandais au départ, c'est-à-dire d'avoir les mêmes propriétés, simplement avec un changement d'échelle. Ici, j'ai deux changements d'échelle. J'ai un changement d'échelle vertical, où il faut que je rescale, je ne sais pas comment on dit en français, m par une fonction qui peut, elle, dépendre du temps, et z en fonction d'une fonction de la taille qui, elle, dépend du temps. Donc c'est ça les propriétés que je cherche. Alors avant de vous montrer les solutions numériques, je vais discuter la robustesse. Alors pour discuter la robustesse, je vais repartir de cette loi-là, mais cette fois je vais l'écrire sur tout le tissu. Donc je vais écrire que M sur M0, c'est égal à L sur lambda 2, donc, 6 sur X, c'est Z sur lambda 2, c'est racine de 6 sur L. Plus x0 carré. Et ce que je veux vérifier, c'est que cette loi-là, elle est insensible aux perturbations. La taille, c'est ce que j'impose de l'extérieur, donc c'est les fluctuations de taille, c'est justement le rescaling de ma fonction, donc c'est exactement l'autosimilarité. Le seul paramètre qui dépend de paramètres externes, c'est x0. Et x0, je vous rappelle, à des constantes machin, qui sont cette loi-là, c'est le flux qui est injecté dans le tissu. Donc ce que je vais regarder là, c'est est-ce que des fluctuations de x0 sont importantes pour le profil de morphogène? Ben, la réponse, vous la connaissez comme moi, c'est que tant que z est plus grand que Lx0, et j'ai imposé que x0 était très petit, cette fonction-là, elle ne dépend pas du paramètre x0. Donc si je refais mon dessin, je trace M sur M0 en fonction de Z, racine de 6 sur L. Je vais la tracer en rouge parce que j'ai une courbe qui dépend de rien.
Elle va à 1 ici. Et au voisinage de l'origine, sur une petite taille qui est x0 ici, ça dépend de x0. Donc le profil, il est sensible aux perturbations, mais il est sensible aux perturbations que dans une petite région qui est au voisinage de l'injection. Donc il est robuste partout sauf là, et en général, ce n'est pas au voisinage de l'injection que c'est intéressant, c'est beaucoup plus loin. C'est dans le volume du tissu qu'on veut que ça soit autosimilaire. Donc ce profil, il est robuste du fait que quand on perturbe les paramètres externes, la seule chose qu'on perturbe, c'est le voisinage de l'injection. Je pourrais avoir des fluctuations de M0. Je pourrais avoir des fluctuations de M0, mais ce n'est pas grave ça. Parce que ce qui m'intéresse, c'est M sur M0. Si je veux écrire que le profil est celle similaire. Je comprends bien, mais s'il y a un seuil, si le seuil fluctue. Ça veut dire que bien sûr. Mais cette loi-là sera quand même vérifiée. Ah, oui. Sauf s'il fluctue beaucoup trop vite pour que le tissu ait le temps de s'ajuster. Bien sûr. J'ai un commentaire sur la robustesse. Alors, je ne sais pas si Jacques se souvient, mais je pense qu'il est le seul avec moi à avoir été là. Il y a quelques années, lui et moi, et Vincent Croquette d'ailleurs, nous avions organisé une école à Cargèse. Et Uri Alon avait fait un cours. Où il avait fait une série de cours. Il y avait un cours sur la robustesse. Et l'exemple qu'il traitait, c'était exactement celui-là. Alors, il ne le reliait pas à la régulation de la croissance. Il montrait qu'on peut créer un système robuste simplement en introduisant une non-linéarité. Et la non-linéarité qu'il introduisait, c'est exactement celle que j'ai introduite ici. Donc, tout ça pour dire que je vous recommande très fortement la lecture du livre d'Uri Alon qui s'appelle An Introduction to Systems Biology. C'est absolument magnifique. C'est des arguments qui sont tous à ce niveau-là, du début jusqu'à la fin. En regardant le nom, dont je n'étais pas sûr, je me suis aperçu qu'il y avait une nouvelle édition qui date de 2020. Donc la deuxième édition date de l'année dernière. J'avoue que je n'ai lu que la première édition de ce livre-là. Alors je vais juste vous montrer, pour finir ça, que je n'ai pas gratuitement pris une absorption non linéaire. C'est que si je traite le cas de l'absorption linéaire, ça ne marche pas. Donc cette fois, je suppose que alpha est égal à alpha 1, c'est-à-dire indépendant de m. Je reprends l'équation de diffusion, donc je cherche un état stationnaire. J'ai d d2m sur dz2 moins alpha 1m est égal à 0. Vous m'accorderez qu'il y a une longueur caractéristique qui est lambda 1 égale alpha 1 sur d. Et que la solution, c'est c'est m égale une constante, m1 exponentielle moins z sur lambda 1. Puis après, il faut imposer que le flux à l'origine, c'est-à-dire moins d, dm sur dz égale j0. Je ne vais pas vous le refaire, je l'ai fait avant de venir. Donc je sais que m, c'est j0 sur dm0 exponentielle moins z sur lambda. Et ça, c'est pas autosimilaire, c'est pas robuste, parce que pour le coup, il y a J0 en facteur, et si J0 fluctue, tout le profil fluctue avec J0. Donc d'abord, c'est pas robuste,
Et ensuite, ce n'est pas similaire parce que si je me fixe à z sur lambda donné, je vais avoir z sur lambda, enfin j'ai deux paramètres ici, z sur lambda et lambda sur lambda 1. Donc je n'arriverai jamais à superposer les courbes de cette façon-là. Donc ce profil-là, il n'est ni autosimilaire ni robuste. Alors, donc une dernière condition, c'est qu'il faut qu'il y ait une non-linéarité. S'il n'y a pas de non-linéarité, la condition limite, elle est en facteur, et la condition limite, elle dépend du flux à l'injection. De toute façon, ce n'est pas robuste, et on n'arrive pas à ajuster cette loi de façon à avoir un profil robuste. Alors, il faut que je fasse ça. Je vais vous montrer les résultats. Alors, j'allais dire les vrais résultats cette fois, c'est-à-dire c'est ceux qu'ils ont obtenus numériquement avec les premières équations que j'ai écrites, c'est-à-dire en disant que la production c'est l'équation de Hill, en imposant que la condition limite elle est de flux nul au bout du tissu, mais ils expliquent en long et en large que cette condition-là elle ne change rien, et puis en résolvant dans les deux cas. Donc, ils expliquent ici ce que je vous ai expliqué en détail, les propriétés de l'expandeur et puis du morphogène. Ça, c'est les petits dessins que je vous ai faits pour arriver à un état où le morphogène décroît et où l'expandeur a une solution constante. Comme ils le font avec des conditions plus compliquées, M0, c'est là. Vous voyez qu'à la fin, ils trouvent toujours que le M au bord est un petit peu plus grand que M0. Et puis, ils montrent ici deux cas. Ça, c'est le cas que je viens d'écrire ici, c'est-à-dire où la décroissance est exponentielle. Si vous prenez le même flux et que la décroissance est exponentielle, en traçant la vraie variable x, c'est ce que j'appelais z, toutes les courbes sont superposées au début, parce que c'est la même exponentielle au début. Et puis si vous passez à la variable x sur L, les courbes ne se superposent pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autosimilarité dans ce cas-là. C'est ce que je viens de vous expliquer ici, ça, ce n'est pas une surprise. Par contre, si vous prenez le cas d'absorption quadratique, donc ce qui est tracé ici, c'est m sur m0 en fonction de x sur L, toutes les courbes se superposent, alors que si vous le faites avec la variable physique, les courbes ne se superposent pas. C'est pas tout à fait la courbe que je vous ai calculée. Vous voyez que la pente est horizontale ici, par exemple, parce qu'eux, ils ont mis la vraie condition limite, mais il y a quand même une autosimilarité pour ce profil-là. L'autre chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé la taille en disant la variation de la taille est lente, donc à chaque instant, le profil de morphogène peut s'adapter, et quand ils tracent m sur m0 en fonction de x sur L en variant L, ils retrouvent bien sûr qu'il y a une loi d'échelle, c'est-à-dire que quand on varie z ou quand on superpose des L différents comme ça, on arrive à retrouver la même loi d'échelle. La seule chose qui n'est pas vraie dans mon calcul, c'est que ça, ce n'est pas 1 sur L2. Ça ressemble à 1 sur L2 au milieu, puis au bout, c'est perturbé par la condition limite, c'est perturbé par la loi de production qui est non linéaire, qui change un peu le résultat. Il est d'autant meilleur que H est grand. Mais qualitativement, tout ce que je vous ai dit reste vrai. Et on a bien une loi d'échelle. J'insiste sur le fait que ça, ce n'est pas une loi de puissance. Ça veut dire que l'histoire de l'autosimilarité, ce que ça veut dire, c'est ça. Ce n'est pas du tout qu'on trouve des lois de puissance. Alors, après, bien sûr, il faut se poser la question de est-ce que ça marche expérimentalement, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à avoir des lois d'échelle expérimentales. Donc, ils sont revenus à mon système favori depuis 2 ans, qui est l'aile de la drosophile. Donc, c'est le comportement postérieur de l'aile de la drosophile. C'est celui que je vous ai montré au début avec M. Gurdot. Donc, il y a la ligne centrale qui injecte des deux côtés des morphogènes. Parmi ces morphogènes, il y a DPP. Et ce qu'il regarde, c'est est-ce que le gradient de DPP est autosimilaire. Alors bien sûr, si on croit ce qu'il raconte dans l'article, il faut d'abord identifier une deuxième molécule qui est essentielle au jeu, qui est l'expandeur. Donc ils ont regardé toutes les protéines qui étaient connues dans la biologie de la drosophile pour interagir avec le DPP, et ils en ont trouvé une, alors, dont le nom m'échappe tout de suite, mais je l'ai noté, donc
Penta 2. Cette molécule Penta, elle joue le rôle de l'expandeur. Alors, dans le système sauvage, donc il faut mesurer la concentration. Alors, ce n'est pas directement la concentration en DPP qui mesure, c'est un anticorps qui vient s'accrocher à quelque chose qui interagit avec DPP, enfin, dont il considère que c'est une mesure fiable de la concentration en DPP. Donc voilà l'image. Il mesure la concentration en DPP à l'intérieur de cette bande dans la direction qui va du milieu de l'aile jusqu'au bord de l'aile qui est là. Voilà les courbes pour des ailes de taille différente. Vous voyez qu'elles ne se superposent pas si vous les tracez en fonction de la position x. Maintenant, si vous divisez x par cette longueur-là, les courbes se supposent à peu près parfaitement, ce qui veut dire qu'il y a bien une autosimilarité. Alors, comme c'est des gens sérieux, ils ont défini un indice d'autosimilarité que je ne pourrais pas vous donner parce que je n'ai pas retenu ce que c'était, mais à condition que l'indice d'autosimilarité ne soit pas dans cette bande rouge-là, ils considèrent qu'il y a autosimilarité, et pour l'embryon sauvage, il y a autosimilarité. La deuxième chose, c'est que si j'enlève l'expandeur, il n'y a aucune raison qu'il y ait autosimilarité. Donc, si vous regardez la deuxième courbe, si j'enlève l'expandeur, toutes les courbes sont superposées en x, ce qui nous tend à favoriser un modèle qui serait un modèle exponentiel comme ça. Et évidemment, si elles sont superposées en x et que vous divisez x par L pour des L différents, les courbes sont plus superposées, et c'est ce qu'on trouve ici. Et pour le coup, leur indice d'autosimilarité, il est exactement dans la région où il ne faut pas. Et puis, ils ont fait encore deux manipulations génétiques. Alors, je ne vais pas vous dire ce que sont ces manipulations, mais je vous ai dit au début qu'un morphogène, ça n'agissait jamais tout seul. Donc il y a des molécules, d'autres molécules qui régulent le morphogène. Et ce que ça vous montre, ça, c'est que suivant les molécules, soit ça tue l'autosimilarité, soit ça ne tue pas l'autosimilarité. Donc voilà, TKV, Stril, celle-là, elle ne tue pas l'autosimilarité toute seule, mais si vous modifiez ces trois protéines-là, vous détruisez l'autosimilarité. Donc cette histoire que je vous ai montrée avec des arguments très avec les mains et très très qualitatifs, elle est confirmée par des calculs numériques qui eux portent vraiment sur les équations que j'avais écrites au départ. Alors ma réponse à ta question, Hervé, c'est ça. Je dois répondre au moins à toutes ces questions-là. Alors ce qu'ils ont fait aussi, c'est la petite boîte que j'ai sautée, c'est qu'ils ont varié de façon très très vaste. Alors il faut que je revienne. Voilà, à l'image d'avant. Ils ont varié de façon très très vaste les paramètres et ils ont regardé quand est-ce qu'il y avait autosimilarité. Donc il y a autosimilarité si L est plus grand qu'une certaine longueur L min qui correspond à mon lambda 2 de E égale 0. Et puis si le lambda E, c'est-à-dire si le taux si la longueur d'atténuation de l'expandeur est plus grande que la taille du système. Donc ils ont pris leur modèle théorique, ils ont varié tous les paramètres et vous voyez que la seule case où c'est autosimilaire, c'est quand L est plus grand que la longueur minimale à partir de laquelle ça peut devenir autosimilaire, et puis quand lambda E est plus grand que L, qui sont bien les deux conditions qu'on a trouvées. La seule chose que je n'ai pas vu vérifier, c'est qu'ils n'ont pas vérifié que ça ne marche que si le flux est suffisamment grand. Mais pour moi, ça donne une crédibilité du modèle qui est parfaitement bonne. Alors j'ai juste un dernier point. Mon dernier point, c'est la théorie du contrôle. On peut poser une question si tu as... Là, quand il parle L, en fait, c'est à cause de la forme de l'aile que elle est variée. C'est de la taille de l'aile, je pense. C'est parce que l'aile n'est pas... En gros, c'est parce que... Alors, ils l'ont prise toujours au même endroit. C'est ça que je me demandais. Ça, c'est le bord de la taille. Ça, c'est le bord de l'aile. Tu vois qu'ils l'ont pris la langue, peut-être justement pour se repérer. Je me demandais si le fait que la bordure de l'aile n'était pas plate, ça pouvait en gros avoir... Alors, tu es en train de dire, l'aile, elle a deux dimensions, ça je suis d'accord, et il faudrait peut-être faire une théorie plus... Est-ce que ça nécessite que le morphogène diffuse dans son... Est-ce que ça dit... Non, pour l'instant, il ne mentionne jamais... Enfin, dans le modèle à une dimension, après, si l'aile... Je vois bien ton idée, c'est que si la taille de l'aile ne varie pas beaucoup, si le morphogène diffuse lentement, ça devrait marcher. Je ne sais pas répondre à cette question-là. En tout cas, dans l'article, ils ne se sont pas posé cette question-là. Le fait que tu aies une dégradation en carré Ah, de morphogène, est-ce que
ça veut dire que l'enzyme de dégradation, elle dégrade pour faire un A2 à la fois. Alors pour le coup, je vais te le répondre à la Hervé Turlier. C'est que si au lieu de prendre M2, tu prends M puissance n, ça marche toujours. Ah ouais. Si tu prends, au lieu de prendre M2, tu prends M puissance n, ça marche. Ça, je m'en doute. M puissance n'importe quoi, ça marche. Imaginez n... Oui, l'interprétation naïve, ça serait ça, c'est qu'il faut qu'il y en ait deux en même endroit pour qu'il... Bien sûr, moi c'est ça que je dirais. Il faut être un peu prudent vis-à-vis de ça. C'est une interprétation simple qui permet de justifier d'utiliser des termes comme ça. Mais si on veut généraliser, n'importe quelle loi de puissance marchera. Au lieu de trouver 1 sur Z2, on trouvera une loi de puissance qui est facile à calculer. Il suffit de regarder l'homogénéité de l'équation et on le trouve tout de suite. Deux choses donc pour finir. La première, c'est que ce mécanisme est extrêmement général et que dans tous les processus de développement, ce à quoi on peut s'attendre, c'est qu'il y ait une croissance autosimilaire. Dans le séminaire qui suit, Marcos González-Gaitán, il n'a pas donné son titre au hasard, il va nous parler de ça. Ceux qui le souhaitent peuvent suivre le séminaire ici. Ils vont nous mettre le séminaire sur grand écran dans la salle ici. Mon dernier point, donc, c'est l'histoire de la théorie du contrôle. Alors, je vais vous montrer ma dernière slide où l'histoire est présentée par Nama Barkay comme le ferait un ingénieur qui fait de la théorie du contrôle. Donc, ce qu'on veut, c'est trouver une variable qui est la longueur lambda sur laquelle le profil du morphogène décroît. Donc ce que mesure le morphogène, et c'est ça le rôle du morphogène en termes de contrôle, c'est cette longueur lambda E. Il ajuste la longueur lambda E de façon à ce que lambda E soit égal à L. Après, qu'est-ce que c'est qui contrôle cette longueur lambda E? C'est la quantité d'expandeur qui est produite, totale. Parce que c'est en produisant l'expandeur qu'on va ajuster lambda E. Donc dans l'idée de Nama Barkay, la variable qui va contrôler le processus, c'est la quantité totale d'expandeur produite de 0 à t. Et cette quantité totale d'expandeur produite, elle va partir de quantité totale 0 jusqu'à une quantité totale qui est la longueur fois la valeur finale de l'expandeur. Ça veut dire qu'on va essayer de faire une rétroaction qui est associée à cette variable-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle un contrôle intégral. Après, une fois qu'on a la quantité d'expandeur, on peut calculer LE. Il y a une rétroaction qui est la relation L de E. Et en tournant comme ça, le système va s'ajuster. Il va s'ajuster de façon à ce que la quantité d'expandeur qui est produite à un instant donné est égale à 0. Donc c'est ça la façon dont elle le voit. Et c'est pour ça qu'elle dit que ça, c'est un modèle de rétroaction intégrale, parce que la variable qui contrôle, c'est la quantité totale d'expandeur qu'on a produit. Et c'est l'erreur sur ça qui nous permet d'ajuster la bonne valeur. C'est une façon intéressante de voir le problème, je trouve. Je pense que les physiciens n'utilisent pas assez ces techniques de contrôle et de choses qui sont associées, qui, pour des problèmes de régulation, sont peut-être une bonne façon de voir le problème, et c'est extrêmement général, et c'est finalement assez puissant. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. S'il y a encore des questions, je peux essayer d'y répondre.